C'est plutôt, moi ma spécialité, c'est identifier des problématiques, identifier des limites mentales, identifier, on va dire, ce qu'on appelle des croyances limitantes, par exemple, et les aider à abattre les cloisons mentales pour aller plus loin, plus fort, plus vite. Je me dis, ton travail doit être ultra intéressant. Honnêtement, ouais, bah ouais. C'est ce que je me dis, c'est ultra intéressant parce que j'aime bien tout ce qui est en lien avec le... Lorsque tu découvres une croyance limitante, par exemple, un des buts, c'est probablement soit l'affaiblir, soit carrément... oui, l'éliminer. L'éliminer. Sauf qu'en fait, éliminer, et on étudie ça aussi en PNL, il faut faire attention à certaines choses. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, salut à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec Gilles Garnier, qui est coach PNL. Nous allons en apprendre plus sur son métier et sur comment il accompagne des CEO dans leurs entreprises. Ok. Comment se passe ton travail au quotidien? Nous allons démarrer par qu'est-ce que la PNL? Déjà, simple, basique, pour une personne qui ne connaît pas voilà, la PNL. Qu'est-ce que la PNL et comment est-ce que tu l'appliques au quotidien avec tes clients? Allez, ça marche. Donc, qu'est-ce que la PNL? PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Donc, c'est simplement savoir comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce qu'il est programmé à travers le système neurologique. Donc, les neurones sont des transmetteurs d'informations. Et quel est le lien avec la linguistique, donc le langage, la communication. Donc, de manière simple, c'est comment est-ce que le cerveau fonctionne, quel est le lien avec la neurologie et le langage. D'accord. Donc, ok, pour voir comment est-ce que tous ces éléments sont interconnectés et du coup, toi, tu l'appliques pour les performances de tes clients. En fait, la PNL, c'est une discipline qui est transverse. Tu peux l'appliquer, par exemple, pour mieux communiquer avec tes enfants, pour mieux communiquer avec tes fournisseurs, pour mieux vendre. Ah, génial. Ensuite, tu peux appliquer aussi la PNL pour mieux piloter ton cerveau, mieux organiser ton système de pensée, mieux driver ton cerveau. Et tu peux aussi l'appliquer, si jamais tu es coach en PNL, pour aider des gens à résoudre des problématiques. D'accord. Quand tu parles de l'appliquer à son propre cerveau, est-ce que l'autosuggestion, ça en fait partie? Ouais, alors je vais faire une petite parenthèse. En fait, comment est née la PNL? La PNL a été créée par deux Américains, donc Richard Bandler, un Américain qui était mathématicien, et John Grinder, qui était linguiste. Et en fait, ils se sont associés. Et à l'époque, donc en 1975, il y avait un personnage qui s'appelait Milton Erickson, d'où le nom hypnose ericksonienne, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Et en fait, c'était une forme de magicien. Il arrivait à hypnotiser des gens, il arrivait à créer chez eux des changements thérapeutiques très profonds. Et ils ont commencé à graviter autour de Milton Erickson en se posant une question simple. Comment est-ce qu'il fait pour réussir à hypnotiser des gens et à créer chez eux des changements? D'accord. Et en fait, ça a donné en fait la PNL, c'est-à-dire la discipline qui permet de décoder tout le travail et toutes les structures de Milton Erickson. D'accord, ok, donc c'est né à partir de ça. Et eux derrière, ils l'ont utilisé. Il était tellement fort, Milton Erickson, qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à graviter autour de lui. Donc il y a eu l'école de Palo Alto, il y a eu Bateson, il y a eu Ernest Rossi, il y a eu plein de gens qui vraiment gravitaient pour découvrir quels étaient ses secrets. Et en fait, la PNL, de manière simplifiée, est un peu la discipline qui permet de retraduire ça. Et pareil, quand on décortique et quand on analyse ce que faisait Milton Erickson, en fait, c'était un pro du langage, un pro de l'influence, un pro de beaucoup de choses et de l'hypnose. Et en fait, ils ont pris, ils l'ont filmé, ils ont écouté, ils l'ont interviewé, ils ont analysé et en fait, ils ont éclaté ça en modèle de langage qui permet non seulement de comprendre ce qu'ils faisaient et dans quel ordre, et ensuite, ces modèles-là peuvent être appliqués à des gens pour qu'eux-mêmes hypnotisent des gens. Donc, j'ai entendu influencer. Du coup, en fait, tu aides tes clients à devenir de meilleurs leaders. C'est-à-dire influencer, je dirais pas des masses, mais déjà influencer, persuader leurs clients. Alors, ça peut. Moi, c'est pas ma spécialité. D'aider les gens à devenir des leaders, je pourrais si on m'en fait la demande. C'est plutôt, moi, ma spécialité, c'est identifier des problématiques, identifier des limites mentales, identifier, on va dire, ce qu'on appelle des croyances limitantes, par exemple, et les aider à abattre les cloisons mentales pour aller plus loin, plus fort, plus vite. Génial. Je dis ça, franchement, parce que je trouve ça ultra intéressant, dans le sens où, ok, en fait, tu échanges avec une personne
Ouais. Il faut un échange à peu près combien de temps pour te rendre compte de... Ça dépend. Des limites de quelqu'un? Oui. Quelques secondes à quelques minutes. En fait, moi, pour ceux qui regardent, moi, je suis beaucoup entraîné à ça. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, je peux avoir l'oreille qui traîne, surtout si j'active le mode, on va dire, très concentré. Et si j'active le mode très concentré, oui, quelques secondes suffit. Ça peut être un mot, une émotion dans un mot. Et je me dis, ah, tiens, c'est marrant là. Ça... Non, c'est intéressant. Et donc, dans ce cas-là, une fois que tu as identifié, en fait, un schéma de pensée, une croyance limitante, la personne, donc ton client, il t'a fait la demande sur un besoin en particulier, et si toi, tu identifies d'autres problématiques, tu lui dis, voilà ce que j'ai trouvé. Alors ça dépend, ouais. Alors ça fait partie par exemple des gens qui viennent avec la liste, ce que j'appelle la liste du Père Noël. C'est, alors je voudrais reprendre confiance en moi, je voudrais améliorer mes performances sportives, rétablir mon régime alimentaire. Enfin tu vois, c'est une liste de courses. Et en général quand ils me disent ça, je leur dis, ok c'est cool, mais là on a une séance, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la priorité dans tout ça? Donc ça c'est la version liste au Papa Noël. Et sinon des fois c'est très ciblé. Et ça s'appelle, alors dans le jargon, ça s'appelle une anamnèse. L'anamnèse, c'est la découverte en fait du besoin, des problématiques. En fait, tu récupères des données, des datas, et en posant des questions, en étant curieux. Après, tu as aussi des méthodologies qui t'aident à ça. Et en fonction de ça, tu vas orienter la séance, l'accompagnement, quoi. Je me dis, ton travail doit être ultra intéressant. Honnêtement, ouais. C'est ce que je me dis, c'est ultra intéressant parce que j'aime bien tout ce qui est en lien avec le cerveau. Ouais. C'est génial. Je découvre en même temps que vous, du coup. Donc, une fois que tu as identifié, en fait, les croyances limitantes, les problématiques, c'est quoi la suite? Eh ben, alors, je vais essayer de donner la suite. C'est potentiellement. Alors, il y a certains prérequis. Par exemple, lorsque tu découvres une croyance limitante, par exemple, un des buts, c'est probablement soit l'affaiblir, soit carrément l'éliminer. L'éliminer. Sauf qu'en fait, éliminer, et on étudie ça aussi en PNL, il faut faire attention à certaines choses. Certains prérequis, ça s'appelle l'écologie. L'écologie, c'est faire en sorte de vraiment être certain que si j'abats cette limitation mentale, ça ne va pas amener d'autres problèmes. Et donc ça, oui. Voilà. Et donc, parce qu'il y a des cloisons, peut-être, il y a une croyance, oui, c'est exactement. Ça, qui permet de bloquer certaines choses. Et en fait, croyance, moi j'aime beaucoup c'est pour ça que j'utilise la métaphore de cloison mentale. En fait, comme un enclos. Mais cet enclos, il peut être aussi très rassurant pour la personne. Et il peut être protecteur dans le sens où cette croyance, elle a été mise en place pour éviter, en fait, par exemple, des débordements, des addictions. Une personne va se dire, par exemple, je reste, par exemple, sur l'alcool. Je ne touche pas une goutte d'alcool, parce que, en fait, c'est les deux extrêmes, quoi. Exactement. Et si la personne, par exemple, avait entre guillemets une croyance limitante qui dirait, il faut surtout pas que je boive de l'alcool, et que la personne aimerait bien une fois de temps en temps boire un verre, en fait, si t'abats la cloison, en fait, je peux boire, ça peut aller dans l'autre, carrément dans l'extrême. Ouais. Et donc voilà, si tu veux, j'ai une anecdote par rapport à ça. Donc, il y avait une cliente qui était venue me voir, et son rêve, c'était d'écrire un bouquin. Okay. Alors, elle n'était pas connue du tout. Et elle me dit, voilà, donc c'était une jeune femme, entre 25 et 30 ans, les cheveux bouclés et des lunettes rondes. Et elle me disait, voilà, j'adorerais écrire un livre, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Et du coup, je commence mon anamnèse, je lui dis, je ne sais pas, quand est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire, c'est quand la dernière fois? Elle me dit, mais à chaque fois, ça bloque. À chaque fois que je me mets sur une table avec un stylo en main, il n'y a rien qui sort de la plume. Je lui dis, ok. Et donc du coup, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle veut écrire un livre déjà. Elle me dit, moi j'adorerais écrire un livre parce que pour partager des choses, pour transmettre des choses, pour inspirer les gens. Je lui dis, ok. Donc là, je prends des informations aussi sur... Donc le pourquoi. Pourquoi, en lien avec ses valeurs et tout. Je lui dis, ok, c'est cool, ça m'a l'air cohérent, on va dire. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et là, elle me dit, mais je sais pas, je comprends pas, ça bloque, j'ai l'impression que j'ai peur. Je lui dis, mais peur de quoi? Et là, elle bloque et elle me dit, je sais pas, mais j'ai peur d'être jugée. C'est une grande peur. Elle est très courante. C'est très courant chez les êtres humains. Et donc, elle dit, j'ai peur qu'on me juge. Et du coup, comme j'ai fait de la PNL, je lui dis, mais on, c'est qui? Elle me dit,
Éric Zemmour. Parce qu'à l'époque, c'était une séance d'il y a 7 ou 8 ans. En fait, à l'époque, Éric Zemmour, il faisait des chroniques où il prenait des bouquins ou des films et il démontait. Ah oui, voilà, c'était pas à l'époque où il faisait de la politique. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que du coup, là, je me il est suis connu par rapport à la politique, mais en fait, il est connu à la base dans des chroniques. C'est ça, de télévision. je me rappelle de cette époque aussi. Voilà. Et je me rappelle plus comment s'appelle l'émission d'ailleurs. Et donc, elle me dit, t'es jugé par Éric Zemmour. Et en fait, là, c'est complètement absurde parce que du coup, en fait, elle s'empêche d'écrire parce qu'à un moment donné, son livre va être publié et puis ensuite, elle va être jugée par Éric Zemmour. Donc en fait, je la regarde et je lui dis, mais si j'ai bien compris, en fait, votre problème, c'est que vous vous empêchez d'écrire jour après jour parce qu'à un moment donné, votre livre va sortir et que potentiellement, Éric Zemmour va le juger. Et là, elle éclate de rire parce qu'elle se rend compte que c'est complètement absurde, en fait. Que ce scénario-là, il arrivera probablement jamais. Et ben ça, tu vois, tu mets le doigt sur une croyance limitante, c'est vraiment un scénario mais complètement délirant. Et en fait, les gens, et j'en fais partie aussi, ont plein de scénarios comme ça, complètement what the fuck. On en a tous sur pas mal ça dépend des sujets, ça dépend de chacun, de l'environnement dans lequel on a grandi, de notre histoire aussi, dans l'environnement dans lequel on évolue. Et ça, malheureusement... ça ne nous aide pas forcément, en fait. Et c'est ça. Et en fait, là, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle s'est elle-même rendue compte que son histoire, elle tenait pas du tout la route. Et qu'en fait, ce qui lui faisait peur, non seulement ça arriverait jamais, et quand bien même ça arriverait, en fait, ce serait une bonne nouvelle pour elle. Parce que, en fait, la meilleure chose, dans l'absolu, même si ça arrivait, c'est une chance sur 1 milliard, que Éric Zemmour, à l'époque, juge un livre d'une personne random, on va dire. Et quand bien même ça arriverait, et ben finalement, elle aurait été médiatisée. Il y aurait plein de gens qui auraient acheté son livre. C'est ça. Et pour toutes ces personnes qui ont des croyances limitantes, mais on va dire, je dirais, fondées, c'est-à-dire avec une probabilité que de 1, voilà. Ces personnes-là, tu leur dis quoi? Je pense, c'est très intéressant la question. Je pense à toutes ces personnes qui voudraient se lancer, par exemple par rapport à mon business, toutes ces personnes qui voudraient devenir freelance et qui sont bloquées. Qui le voient d'un regard extérieur, qui n'osent pas en fait, et qui commencent à trouver même des raisons, toute une liste pour ne pas se lancer. Alors, quel conseil je leur donnerais? Oui. Alors pour moi, il y a 2 choses. C'est la peur, c'est une forme de signal qui peut nous protéger. Et en fait, dans les peurs, tu as les peurs un petit peu comme je viens d'évoquer juste avant. Donc c'est totalement, le cerveau, il est tellement créatif qu'il va générer des scénarios qui n'arriveront jamais. Et ça, alors, je dirais à la louche, c'est à peu près, à mon avis, au moins 90% des scénarios. Donc, selon moi, 90% des peurs sont une créativité intense du cerveau qui va créer des scénarios qui n'arriveront jamais. Et les 10% restants, effectivement, ce sont des peurs, on va dire, réelles. Tu vois, on va prendre une peur très commune, c'est la peur de parler en public. Oui. Tu as la très grande majorité des gens qui ont peur de parler public. Et ça, pour moi, à 99,999%, cette peur, elle n'a pas lieu d'être. Oui. Parce que parler en public, à moins que ton public soit des gens hargneux, méchants et armés de battes de baseball, et dans ce cas-là, effectivement... Et des tomates. Et des tomates. Alors, effectivement, là, ce serait réellement dangereux. Mais en fait, la majorité des cas, ils ne sont pas dangereux. Ça veut dire qu'ils vont se créer des scénarios. Souvent, ils vont imaginer des questions qu'on ne veut pas leur poser. Ils vont s'imaginer qu'ils bégayent, mais en fait, et derrière, ils s'en font toute une montagne. Mais en vrai, est-ce qu'il y a un danger à bégayer devant des gens? Non. Est-ce qu'il y a un danger à devenir rouge? Non. Est-ce qu'il y a un danger à recevoir une question qu'on n'avait pas prévue? Non. Et en fait, c'est pour ça que celles-là, je les range dans le paquet des peurs infondées, on va dire. Mais malheureusement, en fait, elles sont infondées, mais c'est le lot de beaucoup de personnes. Cette peur justement de parler en public, moi je l'ai, on va dire qu'elle m'a suivie pendant de nombreuses années. J'avais en fait toujours voulu que tout soit parfait, tout soit bien, et donc du coup le fait de me tromper sur un mot, oublier, c'est la panique. C'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait préalablement ton cerveau il projette des choses, mais en fait c'est pas grave ça. Je veux dire, tu oublies un mot, tu remplaces un. En fait, c'est que toi qui te mets la pression. Je veux dire, un danger réel, il n'y en a pas. C'est ça, la pression, elle vient vraiment, elle venait vraiment de moi. La pression de la perfection, la pression de tout bien faire, comme on l'a vu, c'est ça. Mais ça,
il y a pas, moi, je te parle en termes de danger réel. Il n'y a pas de danger réel. Non. Que tu dises un mot à la place d'un autre ou que ce soit pas cadré parfaitement. Peut-être là, ça va pas être cadré parfaitement, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est est-ce qu'il y a un danger à ce que ce soit pas cadré? Non. Donc, il y a pas. Moi, je te parle en termes de danger. Et même pour ceux qui veulent se lancer, après, je sais pas si tu as une question spécifique, mais les dangers réels à se lancer, il peut y en avoir. Ça peut être, par exemple, si vraiment des gens font ça n'importe comment, mettent toutes leurs économies dans un projet saugrenu, là, il y a un danger réel. Mais l'idée, c'est de potentiellement l'anticiper avant que ça arrive. Mais sinon, des vrais dangers à se lancer dans l'entrepreneuriat, j'en vois pas vraiment. Et il y a un entrepreneur, je lisais sur LinkedIn, j'ai bien aimé son post, je ne me rappelle plus qui disait que il est fatigué de tous ces entrepreneurs qui n'ont pas généré de revenus, mais qui ont peur en fait des impôts. Ouais, voilà. Alors là, c'est exactement le même scénario que je racontais avant. C'est la personne qui n'a pas écrit son bouquin et qui imagine se faire juger par Zemmour. Moi, en vrai, c'est quoi? Écris ton bouquin et on verra après. Là, c'est pareil. C'est les gens, par exemple, qui vont chercher à faire de l'optimisation fiscale par rapport à une boîte qu'ils n'ont pas créée. Et ça, ils ont réellement peur, ceux qui font ça. Ils sont là, mon Dieu, on va me voler l'argent que j'ai pas encore gagné. Mais si tu mets les choses dans l'ordre, ça n'a aucun sens en fait. C'est d'abord, tu sais quoi, créer un truc. Essaye de faire un bon produit, un bon service, maximise les clients, faire rentrer du chiffre d'affaires et après t'iras chouiner sur les forums. Mon Dieu, je paye trop d'impôts. Mais avant d'en arriver là, c'est presque un problème de riche en fait de payer des impôts. Si tu payes des impôts, ça veut dire que tu as fait du chiffre. Bah oui. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs. Autre anecdote, hier j'ai fait le salon Go Entrepreneur et alors j'espère qu'ils regarderont pas. En fait, il y avait des gens. Donc ils voulaient lancer un produit physique, tu vois, une création à base de bois. Et en fait, ils se posaient 1 milliard de questions qui n'avaient pas lieu d'être. D'accord. Et moi, je leur ai juste dit, ils m'ont demandé des conseils. Je leur ai dit, mais tu sais quoi, mais créez-le votre produit, essayez de le vendre. Et voilà. Les clients vous feront un retour en fait directement. Les premiers clients. Ouais. Je pense que cette mentalité-là aussi, elle n'est pas très courante. Moi, je l'ai pas vue très souvent en France. Je dirais que je l'ai beaucoup entendu avec des entrepreneurs américains, qui est là, on ouvre une parenthèse, mais qui est de lancer, moche, mais lancer quand même. C'est le principe du MVP. Je sais pas si tu connais. Oui, mais en France, même le MVP, il doit être potable. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors qu'aux États-Unis, c'est on lance, on l'améliore, on arrange. Regarde les chaînes, même les chaînes YouTube d'Américains que je vois qui se sont lancés au tout début et tout. On lance moche, c'est pas grave et on améliore. Mais en France, c'est. Peut-être qu'ils se mettent plus de pression. Après, tout dépend de l'intention. Si ton intention, c'est qu'à un moment donné, ce soit propre, bien fait, du bon travail. Alors effectivement, tu peux commencer très très moche. Tu vois, tu fais un podcast ou un truc vraiment dégueulasse, mais avec la volonté intense d'itérer et de faire un truc joli. Et sinon, MVP, donc minimum valuable product, c'est tu fais un truc qui fait le taf à minimum et après tu l'améliores. Mais c'est vrai qu'en France, ça manque beaucoup ça. Ça se pose des questions de ouf avant juste de, tu sais quoi, créer le truc et après. Je voudrais qu'on parle un peu plus de ton parcours. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé à la PNL? Comment tu t'es formé? Et aussi, pourquoi tu as décidé de devenir coach? Alors, très brièvement, moi j'ai fait un bac scientifique. Après, j'avais fait un DUT de gestion, GEA. Après, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Donc, gestion d'entreprise, entreprises et administration. Administration d'entreprise. Voilà, c'est bac plus 2. Après, en fait, ce qui est drôle ou pas, je sais pas, c'est qu'à l'époque, je savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, en fait, j'ai choisi entre S, ES et L, j'ai choisi S par défaut, en disant, je veux pas faire ES, je veux pas faire L, ou je pense que, et en fait, par défaut. Ensuite, je suis arrivé, par exemple, école d'ingénieur, je me suis dit, en fait, ça ne me plaît pas, et je faisais que des choix par élimination. Mais c'est bien. De toute façon, c'est une façon d'avancer. Il y a mieux, c'est tu vises et tu vas vers ce quoi tu veux. Mais si à un moment donné tu sais pas ce que tu veux, il faut. Tu fais par élimination, pas par peur de. C'est ça. C'est par élimination. Genre ça me plaît pas et ça te drive. Sauf qu'en fait, il y a des limites à ça. C'est qu'au bout d'un moment, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait une école de commerce et en fait, je repoussais le problème à chaque fois. Genre, on verra plus tard. Et en fait, à la fin de mon école, mais tu fais quoi? Et donc, je m'étais dirigé en audit commissariat aux comptes.
D'accord, ok. Donc, auditeurs comptables, voilà. C'est ceux qui... Ah bon? Ouais. Ceux qui cherchent les détails c'est ça. En parmi fait, 1 milliard de chiffres. En fait, ils contrôlent la comptabilité pour voir que c'est OK. C'est ça. En fait, tu as la compta et pour dire, OK, la compta reflète vraiment la réalité, il y a des mecs en costard-cravate. Oui, il ne doit pas manquer un centime. Hein. Ouais, ils font. Enfin, c'est pas à la virgule, c'est vraiment, ils font par échantillonnage. Donc, tu fais des échantillons de factures, tu regardes que tout est bien, voilà. Et donc, c'était ça. Génial. Voilà. Mon commentaire, c'est heureusement qu'il existe des personnes qui font ce métier. Exactement, et je les respecte beaucoup. Et donc, j'ai fait ça, et en fait, j'étais pas fait pour ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, et d'autres pas du tout. Moi, j'ai un côté, on va dire, rêveur, entrepreneur, etc. Et voilà, et c'est une fonction plutôt déjà de contrôle. Ah oui, moi, je suis trop cool pour être dans le contrôle, tu vois. Genre, si un client avait un peu grugé, j'aurais dit « Oh, allez, tiens, ça va ». Donc, en fait, alors qu'un contrôleur, et c'est normal, tu vois. Enfin, je sais pas, t'as pas ton ticket dans le métro, bon, bah, tu te prends une amende. Une amende, voilà. c'est ça. C'est pour ça que j'aurais pas pu être contrôleur non plus. J'aurais fait du cas par cas, tu vois. Genre, oh, le pauvre, il a pas d'argent. Moi, j'aurais fait au cas par cas aussi. Parce Donc, que je pense que tout est... Ouais, voilà. Donc, en fait, tu as des fonctions de contrôle et en fait ça me plaisait pas, quoi. Et en fait, au milieu de ce cursus d'audit comptable, donc j'ai fait 3 ans et demi d'audit comptable. Donc là, tu avais quel âge? J'avais 24, 25, 26. Ok. Un truc comme ça. Là, j'en ai 37 bientôt. D'accord. Donc 24, 25, 26. Et en fait, je me suis juste rendu à l'évidence que ça ne me plaisait pas. J'étais pas mauvais, tu vois. J'étais pas excellent, mais je faisais le taf, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi et voilà. Et un jour, donc je suis tombé sur un bouquin de PNL complètement par hasard. Et en fait, j'ai lu le bouquin. Alors, il y a eu 2 bouquins en même temps, et comme ça commence à faire 12 ans, je ne sais plus exactement. En fait, j'avais lu Pouvoir illimité de Tony Robbins, un grand classique, et Les secrets de la communication de Bendler et Grinder. Et en fait, c'est des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et en les lisant, je me suis dit, ok, là, il y a du potentiel, quoi. Ouais. Pour toi, est-ce que tu t'es dit, il y a du potentiel en mode, vas-y, c'est une entreprise que je vais créer, ou en fait, il y a du potentiel, ça va changer ma vie à moi? Ouais. Alors, du potentiel tout court. Genre, je me suis dit, ok, là, il y a l'air d'avoir des techniques de dingue qui servent à créer des changements. Dans ce sens-là, après, à cette époque, faut juste se remettre dans le contexte. Moi, j'étais auditeur. L'entrepreneuriat, maintenant, tu sais, avec les technologies, tu peux avoir des milliards d'informations. Mais à l'époque, on est 2010. Donc 2010, YouTube, ça commence à peine. Il n'y a pas la technologie de maintenant, il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc en fait, l'accès à l'information, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, à l'époque, je voulais déjà résoudre des problèmes que moi j'avais. Il n'y avait pas autant de youtubeurs qui abordaient ce type de thématique, en fait. Pas du tout. Non, vraiment, pour ceux qui ont connu ça, c'est vraiment les débuts de YouTube. Donc en fait, l'accès à l'information est moindre. Et vraiment, moi, mes besoins de l'époque, c'est, en fait, j'aime plus du tout mon job, je suis en rupture totale et je ne sais pas ce que je vais faire après. Donc en fait, juste de me dire, il y a une porte de sortie à ce truc-là, à ce monde, c'était déjà incroyable. En fait, c'était juste un plus, c'était que du bénéf pour toi. Ouais, en fait, vraiment le truc qui m'a donné le feu sacré à l'époque, c'est de me dire, oh, mais en fait, si jamais je fais un métier passion, moi, c'était déjà ça, en fait. Ça, c'était un rêve pour moi. Me dire, si mon métier, c'est ma passion, déjà, ce ne sera pas vraiment un métier. Oui, c'est ça. Et il y avait une phrase, je ne sais pas si c'est Lao Tse ou de Confucius, qui dit choisis un métier qui te plaît et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Donc moi, déjà, mon rêve, c'était ça. C'était de transformer le job que je détestais en un job qui a du sens pour moi. Voilà. C'est beau. Bah oui, ouais. Et donc c'était ça, tu vois, c'était pas entreprendre et tout, c'est juste me dire, mais putain, si je fais un job passion, c'est déjà un truc de malade en fait. Et l'entrepreneuriat est arrivé, le coaching est arrivé quand? Alors là, on est à peu près 2011 où vraiment je me dis qu'il faut que tu te voilà, donc remues là. Et en fait, ce qui se passe, c'est une période assez particulière parce que je continue mon job jusqu'en 2013. D'accord. Et en fait, je fais un peu le Batman, tu vois, c'est-à-dire je fais le taf et ensuite les week-ends et les soirs, je lis les bouquins de PNL, d'hypnose.
Et je vais en secret tu vois, à des démonstrations. Mais c'est ce qu'il faut de toute façon, avant de se lancer, faire des choses en parallèle, tester, même obtenir les premiers clients. Ça, c'est beau, hein, c'est génial d'obtenir les premiers clients avant même d'avoir... Et en fait, à chaque pas supplémentaire, ça validait le fait qu'il fallait que je me barre, en fait. Tu vois, à chaque fois que je lisais un bouquin de plus, à chaque fois que j'allais à une conférence de plus, à un atelier de plus, je me disais, mais en fait, putain, il y avait la voix qui disait, mais barre-toi. Sauf que c'est pas si simple, en fait, tu vois. Parce qu'il y a une cohérence de parcours, il y a du financier, tu as une sécurité, l'audit, ça paye relativement. Non, mais la pression sociale aussi, peut-être. La pression sociale, et en fait, voilà. On se dit, il faut que le parcours soit cohérent. Tu as fait des études administration, comptabilité, donc voilà, tu restes dans un parcours traditionnel qui du coup, aux yeux de la société, ça fait bon sur le CV, bien sur le CV. Il y a ça, et après il y a aussi pareil, ça me fait penser à un livre, je ne sais pas si tu connais, c'est Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. En fait, il parle de ce système-là, du système où en fait tu vas voir un film pourri, et en fait, tu restes jusqu'à la fin. Tu te souviens pas de ce truc-là? Non, je réfléchissais juste. Est-ce que je le faisais, moi? Ouais. Et justement, moi, cet exemple, il m'avait marqué parce qu'à l'époque, je le faisais justement. D'accord. Et qu'après avoir lu le bouquin, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même con, quoi. Moi, je reste pas. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut. Mais en fait, c'est la théorie de l'engagement. En fait, c'est plus tu es engagé, plus tu considères que c'est normal, et en fait, tu fais Sauf s'il y a ça dépend de l'enjeu. Je te donne un exemple. C'est encore une parenthèse, mais par exemple pour le marathon. Oui, il y avait l'engagement. L'enjeu, c'était le fait de changer de mindset, d'y arriver, de tenir jusqu'à la fin. Donc oui, je suis restée jusqu'à la fin en fait, parce que je voulais. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un changement de mindset. Je vais arriver à un certain niveau en fait au niveau de mes croyances, même m'enlever des croyances limitantes sur le corps, le fait que ça c'est possible, ça c'est impossible. Donc je voulais atteindre cet état. Ouais, mais ça, donc je suis restée jusqu'à la fin. Tu le voulais à la base, c'était ton objectif de courir un marathon. Oui, mais comme le film. Je veux regarder le film, mais l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Donc en fait, je me base sur l'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Mais je comprends très bien parce que en fait, quand on est dans un groupe, je le vois avec des amis ou même des collègues, pour pouvoir parler de sujets culture, en fait, on reste pour pouvoir ensuite parler du film. Sauf que moi, je me suis libérée de cette pression. Moi aussi. Le film, tant pis si je n'ai pas de culture cinéma. Moi, j'ai eu trop de films où à la fin, je me suis dit, en fait, j'aurais dû me barrer plus tôt. Donc non, je pars. Ok. Voilà. Et donc là, tu as décidé d'accompagner les autres. Pour pouvoir, on va dire, pour que le travail ne soit plus, en fait, un job, un gagne-pain, mais en fait vraiment ta liberté et puis faire découvrir aux autres ce que toi tu as appris. Et donc à ce moment-là, je décide de prendre une décision assez dingue, c'est démissionner en fait. Ah oui. Je vais voir, mais en fait, je suis au bout de ma vie, je fais un métier que je trouve, pour moi, n'a plus de sens. Je m'épanouis pas dedans. Ça fait 3 ans que je me pose la question, mais pourquoi je fais ce métier? Et j'ai pas de réponse à ça. Et je commence à découvrir l'hypnose, la PNL. Et là, en fait, je prends la décision radicale. Je me dis, OK, je vais me former en hypnose et en PNL. Et je démissionne. Et en fait, je vais voir mes boss et je leur dis, écoutez, là, en gros, je leur annonce que je vais me barrer, quoi. Et que c'est imminent. Et en fait, ils hallucinent. Tu vois, parce que je faisais le taf. Ils ne le voyaient pas venir, non, en fait. Non. Après, je parlais pas beaucoup et tout. Et en fait, ils l'ont pas vu venir. Et en plus, je leur annonce, je me barre, mais genre vite. Avec la lettre. Vite. Et après, ils me disent, ouais, mais tu sais, il y a une période de 3 mois. Ouais, 3-6 mois. Et là, 6 mois chez vous? Je sais plus combien c'était. Et là, je leur envoie le signal, je leur dis, non, mais je crois que vous n'avez pas compris. En gros, je leur ai pas fait un chantage, mais je leur ai dit, mais en fait, là, sinon. Je n'en peux plus, j'ai atteint vraiment la limite. Exactement. Et en fait, là, ils l'ont considéré. Et ils m'ont facilité le travail ils m'ont dit, écoute, ok, on coupe la poire en 2, je sais plus, peut-être aller 1 mois et demi, et après, vas-y, c'est bon, quoi. Super. Et voilà. Super.
C'est bien ce que tu racontes là, que ce soit, en fait, tu as eu cette intuition, cette volonté, et puis derrière, en fait, toutes les circonstances aussi se sont, je dirais, les planètes se sont alignées pour que ton projet aboutisse. Donc ça, c'est très bien de voir ça. En fait, une fois qu'on a vraiment choisi sa voie, en général, on a vraiment les choses aussi qui se mettent en place. Non, je suis contente de voilà. Et du coup, je t'ai rencontré. Il y a ce métier-là, ce réseau d'entrepreneurs. Et donc, tu t'es formé en France? Alors, dans un premier temps, en France. Ouais. D'accord. En hypnose. Enfin, en fait, c'est un double cursus. Il y a de l'hypnose dedans et une très grande partie de PNL qui était insufflée dedans. Donc, je me forme, là, on est en 2013. Je me forme de manière très intensive à l'hypnose et à la PNL. C'est-à-dire toute la journée hypnose. En fait, si tu veux, alors ça dépend des écoles, mais grosso modo, tu as des cursus. Moi, c'était un cursus qui était découpé en ce qu'ils appelaient technicien 1, qui durait à peu près 8 jours, technicien 2, qui durait à peu près 8 jours aussi, praticien 1, praticien 2. Donc en fait, le cursus total... C'est des grades, c'est ça? Ouais, c'est des genres de grades, ouais. Et ça durait, la somme de tout ça faisait 30 jours. Et comme j'avais démissionné, quand tu démissionnes, tu n'as pas le chômage. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, mon projet était relativement flou à ce moment-là. Au départ, dans l'idéal, je voulais faire mes blocs, technicien 1, bien pratiqué, technicien 2. En fait, je voulais l'étaler. Sauf que j'étais tellement dans le flou et j'ai vu qu'ils proposaient un truc où tu avais tout d'affilée. D'accord. Technicien 2, Prat 1, Prat 2. Et ça durait 1 mois avec un seul jour au milieu de pause. Et c'était à Avignon. Et là, j'ai fait... Allez. Donc en fait, oui. Je me suis formé. Alors, je déconseille ça à tous les gens qui veulent se former. Ne faites jamais un truc pareil. D'accord. Mais c'était 30 jours. C'était intense. C'était beaucoup plus qu'intense. C'était vraiment... surtout que à chaque fois, tu fais des exercices où il faut pratiquer. Tu pratiques des vraies problématiques que tu as. Donc, en fait, à chaque jour, tu as... une ou deux ou trois déterminations d'objectifs. Donc, ok, c'est quoi ton objectif? Et en fait, ça pendant 1 mois, quoi. Et j'ai fait ça de manière... intense, hein. Ouais, en fait, connaissance de soi intensive. Ouais. En fait, c'est ça. Et apprentissage sur soi, sur les autres. Exactement. Et ça pendant 1 mois avec juste un jour off au milieu. Et en fait, c'était aussi un test pour moi de me dire, parce que c'est bien joli d'être passionné par quelque chose, mais de maintenir ça dans le temps, il faut le faire aussi. Tu vois, te dire, par exemple, je sais pas moi, le jardinage j'aime bien, tu vois, comme hobby, mais ok, est-ce que vraiment tu veux faire tous les jours du jardinage? Et en fait, je m'étais dit à l'époque, ce serait un test aussi, que si je pouvais enquiller 7 à 10 heures par jour d'hypnose 30 jours sur 30, que probablement c'est un bon signe pour après. Donc il y avait aussi ça qui se jouait à l'époque. C'est un bon indicateur. Si tu peux le faire sans en avoir marre, sans atteindre ta limite. Et que tu as encore faim. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et après ça, du coup? Donc je me suis même formé, donc j'ai tout validé. Et après, il y a une période à peu près de 3 à 4 mois de latence où j'ai continué à consommer des vidéos, à tester, à m'entraîner. Et après, en fait, j'ai eu un dilemme. Est-ce que je lance tout de suite mon cabinet d'accompagnement? Donc en hypnothérapie dans un premier temps. Et en fait, comme j'étais très perfectionniste, je m'étais dit que si j'attends d'être prêt, je ne me lancerai jamais. Tu vois, c'est vraiment ce truc où tu te dis, ok, je ne veux pas faire n'importe quoi avec les gens, tu vois, je veux vraiment les aider sans les abîmer, ce qui est bien. Par contre, le problème, c'est que si tu veux progresser dans des métiers comme ça passe par la pratique. C'est pas que des bouquins. Donc en fait, c'est le truc qui se mord un peu la queue en mode, si je pratique pas, je deviens pas bon, si je deviens pas... Et en fait, il faut que tu arrives à casser ce schéma-là. Et donc au bout de 3-4 mois, je me suis dit, ok, j'y vais. Et j'ai commencé tout petit avec 1 à 2 séances, puis 3, puis 4, puis... Et même sur des amis, je vois par exemple tout ce qui est coaching sportif. J'ai une amie, elle le faisait avec le groupe d'amis et c'est comme ça que... Ouais, tu peux le faire. Alors, il y a des limites à ça. Faut faire attention si jamais... faut faire attention à ça aussi. Parce que voilà, des fois, tu n'as pas envie d'étirer des trucs, tu vois, chez tes potes. Trop personnel. Ouais, c'est ça. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais si le cadre est bien posé, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je regardais des vidéos d'hypnotiseurs, de PNL et tout. Et en fait, un jour, j'étais là, j'appelle un pote, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Il me fait « Je sais pas ». Je lui dis « Tu veux que je t'hypnotise ?» Il me dit « Ouais ». Je lui dis « Viens chez moi ». Et en fait, il est venu et j'ai reproduit
ce que je voyais faire. Et ça a marché un peu. Ça a marché? Ouais, ouais. D'accord. Et donc tu fais comme ça là maintenant, vous êtes... Alors tu le fais plus progressivement, mais en fait tu donnes, après je peux te, en gros tu donnes des suggestions. Les D'accord. suggestions, c'est des propositions d'action. D'accord. Et en fait, alors on va pas faire un cours sur l'hypnose, mais en fait une suggestion, soit elle infuse très rapidement, soit elle infusera un peu plus tard, soit elle infuse pas. Et en gros c'est tout un système où tu fais une suggestion, c'est une proposition d'action. Tu vois, par exemple, quand l'hypnotiseur il dit « et vos paupières deviennent lourdes », en fait, tu proposes d'une certaine manière la lourdeur des paupières. Et donc, en fait, je donne des suggestions. Alors, je ne savais pas ce que je faisais à l'époque, hein, juste par mimétisme. Et je le fais. Et en fait, comme c'était un très bon sujet, il est parti de fois. Génial. Et bon, on va pas s'attarder sur l'hypnose. Okay. Je pense que tu feras une vidéo spécifique là-dessus. Mais ok, donc tu t'es formé et là tu as ouvert ton cabinet et maintenant tu accompagnes donc des CEO un peu partout en France. C'est un trajet de plus de 10 ans. En gros, pendant 4-5 ans à peu près, j'ai fait que de l'accompagnement, donc thérapeutique et des coachings. D'accord. Ensuite, en parallèle, j'ai ouvert mon organisme de formation. Donc, au bout de 4-5 ans, je me suis dit, OK, j'ai trop envie de transmettre ça. Donc, en parallèle, j'ai fait. Pendant 3-4 ans, j'ai fait les deux. Mais c'est très lourd à gérer. C'est intense. Hein. C'est hyper intense. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK. Et en fait, j'ai pris une décision. En fait, alors, j'adore faire des séances. Mais la transmission, je pense que j'aime encore plus. Plus transmettre. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, je vais refaire les vases communicants. Après, il y a eu le Covid, évidemment. Moi, je faisais tout en présentiel. Donc, en fait, tu as un métier aussi de présentiel. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, par exemple, je dirais ma sœur digitale, je sais pas comment tu apprends. Hein, il y a des métiers où il faut manipuler. Alors, j'ai quand même testé pendant le Covid. Hein, j'ai fait des séances vraiment en visio, des gens que je connaissais pas et tout. Et agréablement surpris, ça avait bien marché, quoi. Et donc le Covid, bon bref, après on temporise le Covid et donc on arrive là maintenant avec, ma répartition c'est à peu près, allez, on va dire 90% de transmission. Transmission. Voilà, et 10% je garde quand même des start-upers que je coach. D'accord. Et ton institut de formation, elle s'appelle comment? C'est Gilles Garnier Formation. D'accord, ok. En fait, à l'époque, je m'étais posé la question comment je l'appelle, est-ce que je crée une marque? Et comme pour tout ce qu'on a dit juste avant, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on s'en fout. Je m'appelle Gilles Garnier, je fais des formations. Gilles Garnier Formation. Voilà. Oui. Et c'est quoi ton grade déjà? Tu es praticien? Alors, en PNL? Oui. Trainer, donc c'est formateur. Formateur. Voilà. Ok, bravo. Ouais. Beau parcours. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je pense que pour terminer, ce serait de parler d'un conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui voudraient devenir coach, PNL. Donc coach PNL, un conseil? Oui. Alors, posez bien votre projet professionnel. Posez-vous bien les questions. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Que ce ne soit pas que une mode qui a le vent en poupe ou pour des raisons vraiment étranges. Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Ça me mène vers quoi? Est-ce que j'ai une vision, un minimum à 3-4 ans? Et vraiment les raisons profondes, pourquoi vous voulez faire ce métier? Ce serait un conseil que je donnerais. Parfait. On va s'arrêter sur ce conseil. Allez. Et je te remercie, Gilles. Merci beaucoup.